Dans ce chaos minéral, dans cette espèce de labyrinthe rocheux, comme on le voit, il y a une végétation qui essaye de survivre dans les interstices, un petit peu partout. Et on est tout étonné de voir dans ce monde vraiment à forte tonalité minérale, la végétation qui s'obstine. On voit là par exemple un arbre on a l'impression qu'il a fait toutes sortes de contorsions pour essayer de s'adapter, de trouver sa juste place, de s'équilibrer par rapport à la roche qui grimpe. Et les deux donnent quelque chose qui est de l'ordre d'une esthétique naturelle. Ce penseur français d'origine algérienne milite pour que sur la terre et jusque dans les pays arides de l'Afrique, on cultive son jardin au sens premier du terme. Un humaniste au service de la terre-mère. L'agriculture est une formidable leçon de vie parce que c'est initiatique. Je ne peux pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et si je ne fais pas bien les choses, ça ne pousse pas. Et puis c'est pas parce que je vais engueuler mes plantes qu'elles vont pousser plus vite. Et donc ça amène la patience, ça amène l'anticipation, ça amène un apaisement parce que de toute façon, je suis bien obligé de me mettre à la cadence de la vie elle-même. Le travail de cultivateur écolo, c'est justement d'amener à la terre ce qui lui permet de vivre. On la nourrit de matière vivante. On prend les déchets sont compostés, transformés, on crée une espèce de concentré de bactéries, d'insectes utiles et de toutes sortes de champignons microscopiques que l'on redonne à la terre sous la forme d'humus. Et l'humus, c'est l'élément clé de la vie. C'est là la grande différence que nous avons avec l'agronomie moderne qui est sous l'obédience de la pétrochimie internationale. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, on avait des substances de guerre comme les nitrates, phosphore, etc. Et quand la guerre a été finie, on a dit mais finalement, est-ce qu'on va fermer les usines à fabriquer ces choses-là? On a dit non. On a créé deux espaces de profit qui permettent à ces substances d'être finalement commercialisées et enrichir. C'est l'agriculture. Et je dirais même la médecine aussi. Moi, de toute façon, ce que j'ai à dire, c'est pas seulement en tant que spécialiste. Bien sûr, je suis spécialiste de l'agroécologie, que j'ai travaillé beaucoup cette question depuis pas mal d'années, préoccupé de toute façon par une situation mondiale aujourd'hui qui est en fait extrêmement dangereuse pour l'humanité parce qu'il y a une dissension, si vous voulez, un désaccord entre le comportement de l'humanité et la réalité vivante. Je vais peut-être m'asseoir, ça ne changera pas grand-chose avec mes 1,60 m. Si on prend le côté simplement très basique d'une observation stricte du comportement de l'être humain, il est destructeur. Jamais une créature n'a détruit autant son semblable, c'est une absurdité absolument totale, et en plus notre rapport à ce qui assure notre vie est un rapport de destruction aussi. C'est un processus qui n'est pas perçu comme suicidaire, mais plutôt comme la prédation légalisée. Si je suis là face à vous, c'est parce que je crois vraiment que nous recelons en même temps en nous quelque chose qui peut vraiment inverser les choses. Mais inverser les choses, évidemment, ça passe par... j'aime pas trop la prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait une conscience qui circule et il y a qu'à mettre la prise. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une élévation de la conscience. Et qu'est-ce que j'appelle l'élévation de la conscience? C'est-à-dire celui qui gravit une montagne, par exemple, il fait l'effort de gravir cette montagne. Il va souffler, et qu'est-ce qui se passe? Le paysage s'agrandit. C'est-à-dire sa vision s'élargit. Et l'élargissement de la vision ne peut pas se faire uniquement parce qu'on est statique, mais parce qu'on est dans une dynamique de quête de sens. Mon père s'est trouvé dans l'incapacité à subvenir aux besoins de sa famille en tant que forgeron. Et donc il a été obligé, lui aussi, donc de s'inféoder et Moi je pense que je suis marqué par tout ça. Je vivais ça comme un asservissement parce que mon père qui était
qui était dans une certaine noblesse simple, se retrouve en quelque sorte dans l'asservissement. Et je voyais mon père revenir le soir couvert de poussière de charbon. C'est comme si vraiment il avait perdu, on lui avait fait perdre sa dignité. Pour finir, une petite histoire. Il se trouve qu'il y avait un Américain qui se promenait sur la plage, et puis il y avait un petit pêcheur avec sa barque. Et le pêcheur, il fait sécher ses filets, et puis il est en train de se reposer. L'homme d'affaires vient, il regarde ce monsieur, il lui dit, mais monsieur, vous voyez, vous avez vos filets là, mais vous devriez être encore en train de travailler. Il lui dit, et après? Après, je vois votre barque, elle est toute petite, vous pourriez avoir une barque plus grande, un bateau plus grand. Et après? Eh bien, vous prendrez encore un bateau plus grand. Et après? Vous embaucherez des gens, vous créerez du travail, etc., etc. Et après? Et bien après, vous vous reposerez. Et bien, c'est ce que je suis en train de faire. Finalement, dans tout ça, mais moi, qui suis-je? Qui suis-je? Et à l'heure actuelle, je ne suis ni musulman, ni chrétien. Et j'ai gardé, en moi probablement les valeurs de l'une et de l'autre. C'est ce qui est très significatif d'ailleurs dans l'aventure humaine, c'est en fait de retrouver l'universalité. Quand on est comme ça bâtardisé, notre conscience est constamment interpellée, et cette interpellation de la conscience nous fait aller de plus en plus vers l'humanisme et nous fait bien comprendre la nécessité finalement de l'unité de l'humanité. Je deviens ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et vous savez, on vous dit ouvrier spécialisé pour ne pas vous vexer. Hein. En fait, l'ouvrier spécialisé, c'est celui justement qui n'est spécialisé en rien. C'est l'homme à tout faire. Alors le PDG, quand il passait, c'est tout juste si on ne tombait pas évanoui. Et puis il y avait les cadres supérieurs, les cadres moins supérieurs, etc., etc. Puis ça dégringolait dans les hiérarchies jusqu'à nous, OS. Mais nous, on avait quand même un avantage, c'est qu'on n'avait personne à vexer. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, c'était fini, il n'y avait rien. Et donc, on était dans le système à travailler, les horaires, pointer, venir, etc. Et puis, je me suis dit, mais à quoi on joue de ça? C'est-à-dire que l'être humain est devenu une espèce de rouage d'un système qui lui pompe son énergie. Pourquoi faire? Pour enrichir quelques-uns et pour faire augmenter le PIB ou le PNB. Ce qui était proclamé, c'est que la modernité allait libérer l'être humain. Et je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Et qu'est-ce que je vois? De la maternelle à l'université, on est enfermé, ça s'appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et il y a la boîte à vieux et la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon. Alors, voyant ce système-là, évidemment, je n'ai pas pu y souscrire. Je rencontre une jeune fille qui travaillait dans le même établissement, qui était dans d'autres aspirations, et nous décidons de quitter la ville pour aller à l'Ardèche, ceux qui connaissent, proche des Cévennes. Nous avons pensé que c'était pas possible de continuer à vivre dans cette banlieue avec ce travail qui nous enfermait dans les bureaux ou un atelier, etc. Et c'est là où nous avons décidé de partir de la grande ville. Les gens demandaient, mais pourquoi diable voulez-vous vous installer dans un endroit comme celui-là? Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Le chemin était à peine praticable. Mais quand on a découvert ce lieu, ça a été le coup de foudre. Pour moi, la terre, elle est à la fois ma mère, puisqu'elle me nourrit, et elle ma fille, puisque je m'en occupe, j'en prends soin.
et puis à la fois mon amante quelque part, dans le sens où il y a une relation d'amour. Si la terre manque, ben, il n'y a plus de vie. Je ne suis pas du tout en phase avec ce qu'on entend par politique, du tout. Elle nécessite un regard évidemment global et général, avec un souci réel et honnête du bien-être de l'humanité et un souci réel de l'avenir de l'humanité. Et quand on est dans un système qui part du principe que la croissance c'est la solution, déjà il y a une erreur. Le politique s'obstine à maintenir à tout prix le modèle coûte que coûte. Or c'est le modèle qui est à remettre en question. Je ne veux pas être ni gourou ni quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai pas du tout le... Je dis souvent, Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé, pour dire que bon, c'est pas moi sur lequel il faut se focaliser, mais sur... par contre, je suis radical sur les valeurs qui me paraissent importantes. Avec l'être humain, nous portons quelque chose de très lourd, c'est-à-dire la peur. Et nous sommes conscients de notre finitude. C'est pas rien de savoir qu'un jour on va disparaître. Oui, c'est vrai. Donc ça instaure une peur un peu au niveau de la psyché profonde. Et ce qui fait que nos comportements deviennent irrationnels. Et qu'on est en quête de sécurité en permanence. Ce serait parce que nous sommes trop nombreux qu'on n'arrive pas à nourrir. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La nature est extrêmement généreuse. C'est-à-dire que on peut méditer sur un grain de blé et savoir que dans ce grain de blé, il y a de quoi nourrir l'humanité. C'est-à-dire que ce grain, je le sème dans la terre, il va me donner au moins une dizaine d'épis. Chaque épi va comporter une quarantaine de graines. La multiplication est absolument infinie. Alors, on se pose la question, pourquoi la faim dans le monde? Tant que j'ai la capacité de faire, je continuerai à faire. Les rumeurs et les nouvelles du monde nous révèlent chaque jour les souffrances et le désarroi de l'humanité. On ne sait pas où on va, mais on y va, disait Fournier. Plutôt que percevoir la planète Terre comme une magnifique oasis prometteuse de tout ce qui peut réjouir le corps, le cœur et l'esprit, nous l'avons ravalée à un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, un champ d'égorgement, un hypermarché où les poisons détruisent la vie. Le temps de la vraie lucidité est venu. Un monde digne de l'intelligence est venu et nous pouvons le réaliser. C'est à cela que j'ai voué mon existence. Si des extraterrestres essayaient d'étudier l'être humain, je pense d'abord qu'ils ne comprendraient rien du tout. Ce serait tellement compliqué. En tout cas, la conclusion serait, ils sont surdoués mais abrutis. Il y a une protestation quelque part. Bon.